Bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien assis car beaucoup de nouveautés nous attendent ce mois-ci. It est un jeu de course utilisant des mécaniques de gestion de main. Les joueurs cherchent à finir la course sans faire surchauffer leur voiture. Lors de chaque manche, les joueurs doivent effectuer 4 étapes. Tout d'abord, il faut choisir notre rapport avant toute chose. L'augmenter pour jouer plus de cartes ou le réduire pour en jouer moins. Attention à ne pas le changer trop rapidement, sinon ça risque de faire surchauffer le moteur. Ensuite, on programme les cartes que nous devons désormais jouer. Une fois que ces 2 étapes jouées en simultané sont finies, le joueur en tête révèle ses cartes et effectue ses actions, suivi par celui en deuxième position, puis le suivant, etc. Déplacement, adrénaline, stress, réaction, virage, de nombreuses situations sont possibles, nous devons utiliser au mieux les cartes de notre main en fonction de la piste. Luna Capital est un jeu d'optimisation et de placement de tuiles malin et accessible où les joueurs doivent développer leur colonie sur la Lune. Pour faire de notre ville la capitale de la Lune, il va falloir optimiser le placement des bâtiments. 3 manches de 4 tours nous permettent de développer nos quartiers. À chaque tour, on choisit une des 4 propositions cartes concessions et tuiles bâtiments du marché. Au premier tour de chaque manche, il n'y a qu'une seule tuile bâtiment, mais le nombre augmente à chaque tour jusqu'à 4 tuiles au dernier tour de la manche. Ensuite, on place une carte de notre main dans notre ville en faisant attention à respecter l'ordre croissant dans leur numéro, puis toutes les tuiles bâtiments sont placées dans les quartiers de notre ville. Chaque type de bâtiment marque des points d'une manière qui lui est propre. Lock and Key est un jeu de construction et projection spatiale dans lequel les joueurs incarnent des archéologues qui réactivent un lieu de culte. Tout d'abord, nous devons construire le temple. Sur l'étage inférieur, on place 9 blocs en carré de 3 par 3 et les cartes clés selon leur dos. C'est le site de fouille où on récupère des blocs. Sur l'étage supérieur, c'est le sol du temple. On place le cube multicolore en son milieu. Ensuite, on distribue à chaque joueur 2 cartes clés étoiles, une carte clé soleil et une carte clé lune, ainsi qu'une carte énigma. À notre tour, on choisit entre prendre ou placer des blocs. Pour le premier choix, on prend tous les blocs d'une ligne ou d'une colonne de site de fouille, puis on pioche de nouveaux blocs pour remplir les emplacements dans l'ordre. Pour le second choix, on place un de nos blocs sur le plateau en respectant les conditions. On vérifie alors si le bloc qu'on a placé participe à achever une ou plusieurs de nos cartes clés. Si c'est le cas, elles sont validées et on pioche des cartes clés jusqu'à en avoir 4. Le joueur ayant le plus de points remporte la partie. Recognition est un jeu de gestion de main utilisant des mécaniques de guessing où les joueurs incarnent des mutants pressions qui cherchent à sauver les humains réfugiés sur leur bateau. On incarne un immune, un mutant bienveillant capable de prédire le futur. On accueille des humains sur notre bateau et on les soigne pour rendre le monde meilleur. À chaque tour, on pioche 2 cartes dans notre paquet et on en sélectionne une pour l'activer. Notre voisin de gauche soumet 2 cartes à notre jugement. On en choisit une pour qu'il l'active. De même, on active la carte que notre voisin aura sélectionnée pour nous. Les 2 cartes non choisies vont à notre voisin de droite, il choisira de nous en donner une à la prochaine manche. La victoire va à l'immune qui a sauvé le plus d'humains. Libération est un jeu d'affrontement asymétrique pour 2 joueurs utilisant des mécaniques de bluff et de déduction où les joueurs incarnent un empire galactique et la faction élusive de rebelles qui l'affrontent. On commence tout d'abord par installer la galaxie en agençant les cartes recto-verso comme il nous convient. À chaque tour, la dynastie peut exploiter 2 lieux adjacents et attaquer des planètes pour forcer le rebelle à s'en défausser. Le rebelle peut déplacer sa base et saboter des lieux adjacents à sa base ou à des lieux déjà sabotés. Tous 2 peuvent accomplir des missions pour obtenir des avantages. L'objectif de la dynastie est de localiser la base rebelle pour la détruire, tandis que l'objectif du rebelle est d'échapper à la dynastie durant 3 manches, soit autant de tours que de paquets de missions. Micro Macro Crime City est un jeu coopératif d'enquête dans lequel une équipe de détectives observe et explore à la loupe la très grande carte de Crime City, à la manière d'un Où est Charlie. Le premier épisode de la série a remporté l'As d'Or 2021. Le 3e volet permet d'explorer une nouvelle partie de la ville au cours de 16 enquêtes criminelles. En début de partie, tous les joueurs se concertent pour choisir un scénario. Chaque carte nous attribue une mission précise, retrouver l'arme du crime, découvrir le mobile du meurtrier, chercher le lieu de vie de la victime, etc. Tous ensemble, nous observons avec attention la carte afin de répondre à toutes ces questions. Une fois que nous avons répondu correctement à toutes les cartes enquête, la partie est terminée. 3000 truands est un jeu de bluff et de développement de moteur où les joueurs composent un gang de cow-boys pour capturer des artefacts venus du futur. Un voyageur temporel a visité notre ville du Far West avant de disparaître, laissant derrière lui une collection d'objets futuristes. On doit monter un gang et récupérer ces artefacts avant les autres joueurs. Une partie se joue en 3 manches de 4 tours. Au début de chaque manche, nous commençons avec 4 cartes à valeur comprise entre 0 et 6 que nous posons sur des emplacements numérotés de 1 à 5. À notre tour, on joue une carte face cachée pour activer le pouvoir de son emplacement. On n'est pas obligé d'utiliser la carte correspondant à la valeur de l'emplacement, mais les autres joueurs peuvent marquer la carte comme suspicieuse s'ils suspectent qu'on bluffe. On recrute ensuite un personnage du saloon.
Chaque personnage a des pouvoirs qui se déclenchent quand nous jouons une certaine valeur ou qu'un événement se produit. Et nous pouvons avoir jusqu'à 5 personnages dans notre gang. Au bout de 4 tours, on révèle les cartes suspicieuses et on ajuste la réputation des joueurs en fonction. Au terme des 3 manches, les joueurs comptent leur réputation, les points des artefacts qu'ils ont volés et ceux que leur cow-boy leur rapporte, et le plus haut score remporte la partie. East India Companies est un jeu de commerce mélangeant pose d'ouvriers et gestion du marché dans le contexte des Indes du XVIIe siècle. Une partie se déroule en 5 manches divisées en 4 phases. Lors de la phase des agents, on envoie nos agents chercher le soutien des mécènes qui nous aideront durant la partie. Certains n'acceptent qu'un nombre limité de clients, donc nous devons nous dépêcher de prendre les meilleurs emplacements. La phase de navigation nous permet d'envoyer nos bateaux face cachée sur leur destination. Plus on les envoie loin, plus ce voyage coûte cher, mais plus les marchandises récoltées sont intéressantes. On révèle ensuite nos jetons bateaux lors de la phase de chargement. Les bateaux les plus légers arrivent en premier et bénéficient des meilleurs prix, mais leurs cales sont limitées, tandis que les plus gros bateaux sont plus lents. La phase de négoce fait le trajet retour. Les bateaux de retour en Europe répondent à la demande, et les premiers arrivés revendent au prix fort. Au terme de la 5e manche, la compagnie la plus riche remporte la partie. Dans Namiji, notre bateau pêcheur sillonne les mers à la recherche de poissons à remporter chez nous. Namiji s'écoule à son rythme et propose aux joueurs un voyage complet. Chaque étape de notre parcours est l'occasion de nous mettre au défi. Nous allons rencontrer des baleines, poulpes et dauphins et reconstituer leur image pour marquer des points ou pêcher les crevettes en faisant attention de ne pas tomber sur un crabe. Enfin, on peut pêcher des poissons pour compléter notre filet de pêche. D'autres actions pourront être également possibles, comme améliorer notre filet de pêche, faire une offrande au dieu ou faire une halte pour récupérer un équipement. Le premier joueur à atteindre l'arrivée bénéficie d'une prime de points. Tokaido Duo est un jeu zen et poétique pour 2 joueurs qui reprend l'esprit de Tokaido. Les joueurs y incarnent chacun un trio composé d'un artiste, un marchand et un pèlerin. Shikoku est la plus petite des 4 îles principales du Japon. Avec nos 3 personnages, nous voyageons sur ses routes, sa périphérie ou dans ses régions pour en tirer la plus belle expérience. À chaque tour, on lance les dés et choisissons celui du personnage que nous voulons activer. Le pèlerin fait le tour de l'île et visite Chartin et Tori, récolte de l'argent sur les ports et acquiert des pouvoirs uniques en observant l'océan. L'artiste se déplace entre les frontières et peint autant de tableaux que le nombre de personnages qu'il rencontre dans sa région d'arrivée. S'il se rend dans une région avec un attribut correspondant à une de ses peintures, il peut l'offrir à cet endroit. Le marchand, quant à lui, arpente les routes de village en village. Il y récupère des marchandises et les vend dans les ports pour récupérer de l'argent. Notre adversaire choisit un des 2 dés restants et active ce personnage, puis on utilise celui qui reste. Quand un joueur atteint l'objectif final d'un personnage, on finit le tour en cours, puis on additionne les points des personnages de chaque joueur. Celui avec le plus de points remporte la partie. La gamme des exits reprend le principe des escape games, dans lequel une équipe de joueurs doit coopérer afin de venir à bout d'une série d'énigmes, puzzles et devinettes en moins de 60 minutes. De nouveaux exits seront proposés ce mois-ci, le labyrinthe maudit, qui est une boîte destinée aux débutants, dans lequel on devra réussir à s'échapper du labyrinthe, et le cimetière des ombres, une boîte plutôt pour des joueurs confirmés, qui nous invite à percer le mystère du cimetière. La chute du roi de la montagne est un jeu de majorité et de combo dans lequel les joueurs incarnent des trolls défendant leur foyer contre des vagues de gnomes invasifs. Les gnomes envahissent les cavernes des 7 clans de trolls. Nous devons les repousser avec honneur pour devenir roi des trolls. La partie se joue en 3 manches, correspondant à des vagues d'attaque. À chaque tour, on commence par développer notre ascendance. On pioche une main de 4 cartes et on les draft pour étendre notre ascendance. 4 symboles apparaissent sur les cartes. Quand nous les posons sur notre plateau, chaque nouvelle carte doit recouvrir au moins un symbole. Nous devons essayer de les regrouper. Lors de la phase de bataille, nous pourrons exécuter des actions aussi puissantes que la taille du regroupement d'icônes correspondantes. Surtout que notre nombre d'actions par tour est limité par notre quantité de provisions. Recruter des renforts pour augmenter notre puissance, jouer d'influence auprès des champions pour bénéficier de leurs puissantes capacités, espionner les gnomes pour connaître leurs prochains mouvements et se déplacer pour combattre le gnome et prendre le contrôle des cavernes. Nous devons faire preuve de violence et de stratégie pour gagner le plus d'honneur et être sacré roi de la montagne au terme des 3 vagues de combat. Les Tribus du Vent est un jeu de gestion de cartes original et poétique, où chaque tribu cherche à faire croître la forêt pour y développer ses villages. Une apocalypse a réduit les zones vivables à chaque oasis de verdure. Nous devons replanter des forêts pour y construire des villages et utiliser nos pouvoirs de guide pour lutter contre la pollution et faire de notre tribu la plus grande de toutes. À notre retour, on peut choisir entre jouer des cartes, construire un temple ou bâtir un village. Les cartes que nous jouons permettent de gagner de l'eau, déplacer les membres de notre tribu, dépolluer ou étendre la forêt, mais celles que nous pourrons jouer dépendent du dos des cartes en jeu. Quand un joueur construit son 5e village, on finit la manche et on rejoint un dernier tour. Nous devons accumuler le plus de points de victoire pour remporter la partie. Overbus est un jeu de draft et de pose de tuiles dans lequel les joueurs incarnent des boss de jeux vidéo en compétition pour dominer le monde.
Pour prendre le contrôle de l'Overworld, il faut y établir les niveaux les plus difficiles peuplés des monstres les plus forts. Lors de notre tour, on choisit un combo tuer les jetons. On pose la tuile sur une case libre de notre plateau de joueurs, puis le jeton sur une tuile disponible de notre royaume. Il n'y en a pas, il va dans notre repère et pourra rejoindre une tuile qu'on aura placée lors d'un tour ultérieur. Quand notre plateau est rempli, on compte les points. Les tuiles terrain rapportent des points en fonction de leur disposition, chaque type a ses propres conditions. Les jetons monstres rapportent des points s'ils sont placés en ligne ou colonne identiques et s'ils se trouvent sur leur terrain de prédilection. Les jetons nommés portail et cristal, toujours placés dans notre repère, nous aident en cours de jeu et augmentent les points en fin de partie. Aurignac est un jeu asymétrique où s'opposent les mécaniques de deck building, de pose d'ouvriers et de gestion de main. 35 000 ans avant notre ère, les Homo sapiens et les Néandertals s'opposent pour la mainmise sur l'Europe occidentale. On dirige l'un des clans pour infléchir le destin en notre faveur ou jouer Mère Nature pour nous débarrasser de ces dangereux primates. À chaque faction, son mode de jeu. Mère Nature joue avec des mécaniques de gestion de main. Ses choix de cartes saison déterminent les éléments disponibles à chaque tour, ainsi que les cartes début de saison, réaction et fin de tour, qui mettent en difficulté les tribus dominidées. Elle cherche à former des combos de 3 cartes pour déclencher des catastrophes et éliminer les autres joueurs. Néandertal joue avec des mécaniques de pose d'ouvriers. Il envoie ses meeples activer des emplacements de fabrication, chasse, déplacement, collecte, attaque et fondation pour développer ses capacités et son contrôle de territoire. Sapiens joue avec des mécaniques de deck building. Les cartes qu'il joue lui permettent de survivre et d'améliorer son jeu, et repose sur l'avancée du progrès, tout en laissant des traces culturelles. Néandertal gagne s'il parvient à fonder sa 7ème tribu, Sapiens remporte la victoire s'il a achevé 3 œuvres, et si aucun des deux ne réussit à atteindre son objectif avant la fin de la 10e saison, c'est Mère Nature qui triomphe. Familiar Tales est un jeu narratif d'aventure fantastique, entièrement coopératif, basé autour du mécanique de deck building. Les joueurs incarnent les familiers d'un sorcier chargé de protéger une princesse des forces du mal. Tout au long de la campagne, les joueurs vont explorer un monde magique via les pages d'un livre d'histoire. Nos pas nous amèneront à rencontrer des personnages mémorables, mais aussi à choisir notre chemin à des moments cruciaux. Granit le golem, Étincelle la fée, Raymond la grenouille et Flamme la renarde devront parfois combattre de redoutables ennemis. Grâce à un système de jeu innovant, nous allons pouvoir améliorer les compétences de nos familiers et personnaliser leur deck de cartes avec de nouvelles habilités. C'est via ces cartes que nous pourrons réaliser des actions épiques au cours de la campagne. Une application compagnon gratuite est nécessaire et nous accompagne durant toute notre aventure. Alien le destin de Nostromo est un jeu coopératif de survie qui reprend les événements du premier film Alien, le 8e passager, où les joueurs devront s'entraider pour survivre. L'extraterrestre sorti du ventre de l'officier exécutif Kane agrandit et traque le reste de l'équipage. Nous utiliserons nos capacités spéciales pour nous déplacer dans le Nostromo, améliorer notre équipement et celui de nos partenaires. Pour progresser dans l'histoire, il nous faudra échapper à l'alien et remplir nos objectifs pour progresser dans l'histoire. Skyman est un jeu de programmation, gestion de main et investissement stratégique où les joueurs cherchent à tirer profit de la course aux forages spatiaux. 4 compagnies se lancent dans le minage de la Lune. Au début de chaque manche, on choisit simultanément les cartes actions de notre main pour chaque emplacement disponible de notre plateau. Lors de la phase suivante, chaque joueur effectue une action en révélant une ou plusieurs cartes de son plateau. Les cartes révélées vont dans une des fosses propres à chaque emplacement. Quand nous choisissons de passer, on récupère toutes les cartes d'une de nos défausses. Nous pouvons développer les compagnies dans lesquelles nous investissons tout en veillant aux investissements des autres joueurs. En même temps, nous devons faire progresser notre piste de recherche et récolter de l'hélium 3 pour augmenter nos revenus. Au terme des 7 manches, la personne la plus riche de la table remporte la partie. Clockworker est un jeu de placement d'ouvriers où les joueurs dirigent des équipes de robots qui reprennent le travail dans les usines. Les humains ont quitté la planète et laissé les robots sur place, mais les robots n'en ont pas fini et réactivent les usines abandonnées. Nous pourrons envoyer nos robots sur les emplacements des dernières usines pour y récupérer les dernières ressources qui s'y trouvent et réparer les objets abandonnés. Au début de chaque tour, on prend les robots situés sur les cases les plus hautes de notre usine. On utilise nos engrenages pour ajouter de nouvelles usines et les cubes de ressources pour réparer des artefacts qui rapportent des points de victoire et des capacités uniques bien utiles. Quand un joueur a acquis 12 cartes et que la tuile de fin est révélée, on finit la manche en cours, puis il est temps de compter les points. Terracotta Army est un jeu de pose d'ouvriers et de gestion complexe et profonde dans lequel les joueurs incarnent des artisans de l'armée de statues en terre cuite. À chaque tour, on place un de nos artisans et effectuons les 3 actions qu'elle nous propose. Nous pouvons payer pour tourner les disques de la roue et obtenir la combinaison qui nous intéresse le mieux.
Récolter des ressources monétaires, de terres glaises ou d'armes pour équiper les statues, former nos artisans pour pouvoir utiliser les emplacements déjà occupés, suivre les conseils de maîtres pour multiplier nos actions et surtout, modeler des statues de guerriers et de spécialistes et les placer pour marquer des points. Une manche se finit quand tous les joueurs ont posé chacun de leurs ouvriers sur le plateau et effectué leur action. On passe alors au décompte des objectifs de la manche. Au terme de la 5e manche, la partie se termine. On compte les points de chaque statue et des formations que nous avons produites. Quiconque a le plus de points gagne alors la partie. Au rétendu, Aurical flirte avec les sensations d'un jeu de 4X. En 45 minutes, on explore son île en découvrant petit à petit sa cartographie. On gère l'oricalque produit par ses mines et les hoplites recrutés dans ses camps d'entraînement. On développe une vraie stratégie en construisant de puissants bâtiments et on affronte des créatures légendaires. Au cœur du système de jeu, la mécanique de l'eau, comprenant une tuile terrain et une carte action, offre des choix cornéliens. Trouver les terrains qui permettent de s'attirer les faveurs d'un titan, ou diriger un temple, faire apparaître des monstres pour pouvoir les vaincre par la suite, choisir l'action la plus intéressante à ce moment de la partie, ou juste déjouer les plans de ses adversaires en prenant ce qui les intéresse. Après une victoire en 5 points seulement, la sensation de course est omniprésente et la tension croissante tout au long de la partie, jusqu'au couperet final. SOS Titanic est un jeu de cartes coopératif reprenant des mécaniques de réussite où les joueurs essayent de remplir au mieux les chaloupes de secours du Titanic. Le bateau coule et les passagers paniquent, à nous de les organiser pour en sauver le plus grand nombre. On ouvre le livre à la première page et on dispose les cartes en 4 paquets de taille croissante. On prend le rôle d'un des membres d'équipage et on les réorganise. Une carte passager peut être déplacée sur une autre carte de même couleur et de valeur supérieure. Les cartes de plus haute valeur permettent d'ouvrir jusqu'à 2 piles supplémentaires. On révèle les cartes qui se retrouvent en tête de pile. Et on trouve une chaloupe, on la met à l'eau. Nous pourrons poser dessus des cartes de sa couleur, de valeur croissante, sans sauter de valeur. Quand nous ne pouvons ou ne voulons plus faire de déplacement, on choisit entre piocher de nouvelles cartes ou jouer un joker. Attention à nos actions, elles peuvent faire avancer le temps et à chaque page tournée, l'inondation progresse. Quand une pile est dans l'eau, on la met avec la suivante, tant pis pour l'ordre que nous avions travaillé à construire. Galileo Project est un jeu de construction de moteurs et de combos. Les joueurs cherchent à accroître leur influence en investissant les satellites de Jupiter. Galileo prend place quelques temps après la conquête de la lune de Jupiter, et nous y jouons les mêmes méga-corporations que Ganymède qui doivent rendre vivables les 4 principaux satellites de Jupiter afin d'y établir les humains. Notre tour se compose en 3 étapes. Tout d'abord, on déplace notre influence du côté de la Terre ou de Mars en payant un méga crédit. Ensuite, on réalise une action parmi recruter un personnage, construire un robot ou développer une technologie. Enfin, on peut réclamer un objectif si nous possédons les prérequis. Recruter un personnage nous permet de gagner de l'influence et des méga crédits, et d'activer une des capacités de la recrue en fonction de notre influence, Terre ou Mars. Construire un robot coûte de l'influence, mais ses capacités fonctionnent en combo avec les autres robots du même type. Développer une technologie nous apporte un pouvoir immédiat ou permanent, ainsi que des points de victoire. Lorsque la dernière carte personnage de la pioche est placée sur la piste des personnages ou qu'un joueur contrôle au moins 10 robots, la fin de partie s'enclenche. On finit le tour en cours, payons un méga crédit pour chaque personnage que nous avons recruté et comptons les points de victoire. Le plus haut score à gagner. Elton Palace est un jeu de joueurs de positionnement et de combo où les joueurs doivent bichonner leurs clients monstrueux jusqu'à ce que l'hôtel adverse s'effondre. Avec des monstres comme clients, on ne gagne pas, mais si l'autre perd en premier, ça compte comme une victoire. Lors de notre tour, on commence par recevoir un nouveau client dans notre hôtel. Leur rang et d'où ils proviennent indiquent l'étage auquel nous devons les installer. On embauche ensuite des grooms pour ce tour. Moyennant finance, ils permettent d'entretenir notre hôtel, apaiser nos clients ou placer avantageusement nos clients. Ou de jouer des tours pendables à l'hôtel adverse. Tout le monde est installé, on fait alors la tournée des chambres. Nous choisissons à chaque porte si nous voulons servir notre client, au risque de rendre les autres mécontents, ou de l'ignorer, au risque de le rendre mécontent. Et s'il est déjà, de mettre en péril notre hôtel. La tournée finie, on récolte l'argent de tous les clients satisfaits ou on leur fait crédit pour récupérer des sonnettes d'or. Parce que si on tombe à 0 sonnette ou si un morceau d'hôtel s'effondre, la partie est perdue. Les Animaux de Baker Street est un jeu coopératif d'enquête narrative où les joueurs incarnent de petits animaux qui mènent l'enquête. Toby, le chien de Sherlock, a vieilli. Il est temps de former la relève à l'art de la déduction. On incarne la souris Acajou, la grenouille Limon, la mésange Sorbier et l'araignée Calebasse et remontons les pistes que nous indique Toby. Chaque tour, on choisit le lieu où mener l'enquête parmi ceux disponibles. On fouille l'endroit en lisant la carte et éventuellement, on utilise les capacités spéciales de l'un de nos animaux pour obtenir des indices supplémentaires. Si elle est adéquate, les symboles de loupe s'alignent pour nous donner de nouvelles informations. Mais attention aux fausses pistes. Au besoin, on pourra demander un coup de patte au vieux Toby. Il est toujours de bons conseils.
Echoes est une collection de jeux d'enquête audio où les joueurs doivent résoudre une affaire criminelle en coopération à l'aide d'indices sonores, bruits ou bribes de dialogue. Dans l'anneau, les enquêteurs doivent écouter les fragments de l'histoire inquiétante d'un héritage antique qui attire le mauvais œil sur une jeune femme. Nous devons résoudre l'énigme qui entoure cet anneau étrange et ses pouvoirs. Il suffit de scanner les cartes pour entendre les indices. Bruit de porcelaine, cliquetement, dialogue entre plusieurs personnages, chaque objet nous raconte une histoire. Nous devons ensuite recouper les informations et remettre les indices dans l'ordre chronologique. Si nous résolvons correctement le mystère, la fin de l'histoire se dévoile. Echoes nécessite une application gratuite à utiliser sur notre téléphone ou tablette. Je vous affiche à l'écran les principales extensions attendues pour ce mois. Je vous invite comme d'habitude à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager notre chaîne pour nous soutenir. Vous pouvez mettre un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir et on répond à tout le monde. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos et en attendant, amusez-vous bien!